31 décembre 406 de la Nativité du Christ. Veille du Nouvel An selon le calendrier romain. La frontière de l'Empire, l'artère gelée du Rhin prise dans les glaces d'un hiver sans précédent. Dans le brouillard glacial et laiteux qui s'accrochait aux branches nuées des arbres et aux hummocks de glace, on distinguait à peine les contours de quelque chose d'inimaginable, d'impossible. Ce n'était pas une armée en marche pour la bataille, c'était tout un peuple qui s'était mis en mouvement. Des dizaines de milliers d'âmes, unies par le désespoir et un dernier espoir. L'air était électrisé par l'attente, épaisse et lourde, comme le pressentiment d'un malheur d'une ampleur universelle. Personne ne savait encore, ni les barbares épuisés sur la rive orientale, ni les légionnaires romains gelés dans leur castrum, qu'en cette nuit même, les fils du destin allaient se nouer en un nœud qui changerait à jamais le cours de l'histoire. C'étaient les Vandals, un nom qui, au fil des siècles, deviendrait synonyme de destruction insensée, n'était en cette nuit glaciale que le nom d'une tribu fuyant l'horreur. Derrière eux, à l'est, s'embrasait l'incendie de l'invasion unique, une force implacable qui rayait de la surface de la terre des civilisations entières. Devant eux s'étendait un mirage fantomatique, l'Empire romain, repu, riche, mais affaibli. Pour eux, le Rhin gelé n'était pas un obstacle mais un pont vers une nouvelle vie ou vers une mort rapide. Cette nuit-là, sous le regard indifférent d'un ciel couvert de nuages, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants posèrent le pied sur la glace. Le grincement de milliers de chariots, les pleurs des nourrissons, les prières silencieuses dans des langues oubliées, les ordres rauques des chefs, tout cela se fondait en un seul bourdonnement, la bande-son d'une grande migration. Ils ne venaient pas pour conquérir, ils venaient pour se sauver, mais leur salut se transformerait en l'agonie du monde qu'ils envahissaient. Ce pas sur la glace n'était que le premier d'une longue et sanglante odyssée qui les mènerait par le feu et le fer à travers les provinces florissantes de la Gaule, à travers les cols montagneux de l'Espagne et, enfin, à travers les eaux mortelles de Gibraltar jusqu'au cœur même de la puissance romaine, dans la plus riche province d'Afrique. Là, sur la terre de l'antique Carthage, ces barbares du Nord, venus des forêts et des marais, accompliraient de l'impensable. Ils construiraient leur propre royaume, ils s'empareraient du grenier à blé de Rome, mettant à genoux la ville éternelle. Eux, un peuple de terriens, créeraient une flotte qui deviendrait le fléau de la Méditerranée, et leur roi, un génie boiteux et impitoyable du nom de Genséric, entrerait dans l'histoire comme l'un des plus grands ennemis de Rome. C'est le récit de l'empire oublié des Vandales, un paradoxe historique, un royaume germanique né sur le sol africain. C'est la saga de la façon dont des réfugiés désespérés se sont transformés en pirates impitoyables. Comment des hérétiques ariens ont défié l'Église orthodoxe, et comment leur puissance, qui semblait indestructible, s'est effondrée en un instant, ne laissant derrière elle qu'un nom maudit et quelques lignes dans les annales des vainqueurs. Nous suivrons avec eux tout le chemin, du Rhin glacé au sable brûlant de la Numidie, du sac de Rome à l'entrée triomphale du général byzantin Bélisaire dans Carthage reconquise. C'est une histoire de la naissance, de l'apogée et de la chute d'un monde qui a osé défier l'éternité elle-même. Et elle a commencé dans une nuit brumeuse et froide, sur un fleuve gelé qui est devenu la frontière entre deux époques, tandis que dans les capitales de l'Empire romain vieillissant se tissaient des intrigues, et que les augustes personnages se vautraient dans le luxe et la décadence, dans les épaisses forêts au nord du Danube, là où finissait le monde civilisé et commençaient les terres sauvages de la Germanie, vivait un peuple dont le destin n'était pas encore écrit. On les appelait les Vandales. Mais avant que ce nom ne devienne un nom commun, il appartenait à des tribus fières dont l'histoire plongeait ses racines dans la nuit des temps, dans les brumes de la Scandinavie, dans les légendes de dieux et de héros. Leur chemin vers la puissance fut long, sinueux, et passa par le sang et le feu d'innombrables guerres. L'origine des Vandales,
comme celle de nombreuses tribus germaniques de cette époque, est entourée de mystères. Les historiens de l'Antiquité, comme Pline l'Ancien et Tacite, les mentionnent comme l'un des grands groupes de Germains, aux côtés des Goths et des Burgondes. Les données archéologiques modernes les associent à la culture de Przeworsk, qui a prospéré sur le territoire de la Pologne et de l'Ukraine actuelle. Ce n'étaient pas des sauvages en peau de bête, comme les propagandistes romains aimaient à les représenter. C'étaient d'habiles métallurgistes, leurs guerriers portaient des armures de fer de qualité et de longues épées. Ils pratiquaient l'agriculture et l'élevage, vivaient de manière sédentaire, mais la structure de leur société était entièrement militarisée. Le pouvoir appartenait aux chefs de guerre, dont la principale qualité était la chance au combat et la générosité dans le partage du butin. Dès le IIe siècle de notre ère, les Vandales commencèrent leur lente migration vers le sud, pressés par d'autres tribus et attirés par les rumeurs des richesses de l'Empire romain. Ils se divisèrent en deux branches principales, deux forces apparentées mais indépendantes. Les Silings, qui s'installèrent en Silésie, et les Hasdings, qui se dirigèrent vers les frontières de la Dacie. Ce sont les Hasdings qui étaient destinés à jouer un rôle clé dans les événements à venir. Leurs premiers contacts avec Rome furent typiques de toute l'époque de l'Antiquité tardive. C'était une danse complexe de guerre et de paix. Les Vandales menaient tantôt des raids féroces sur les provinces romaines, tantôt s'engageaient au service de l'Empire en tant que fédérés, c'est-à-dire des alliés tenus de défendre les frontières de l'Empire contre d'autres barbares en échange d'or, de vivres et de terres. L'empereur Marc Aurèle les combattit pendant les guerres marcomaniques. L'empereur Constantin le Grand les installa en Pannonie, tentant de transformer des ennemis en gardes-frontières. Pendant 2 siècles, les Vandales firent partie du monde complexe et bouillonnant de la frontière romaine. Ils apprirent de la tactique des Romains, adoptèrent certains éléments de leur culture, mais conservèrent leur identité, leur langue et, surtout, leur religion. Comme les Goths, les Vandales se convertirent au christianisme, mais dans sa forme arienne. Cette doctrine, nommée d'après le prêtre alexandrin Arius, affirmait que le Christ n'était pas égal à Dieu le Père, mais était sa plus haute création. Pour l'Église orthodoxe de Nicée, qui avait affirmé le dogme de la Trinité, l'arianisme était une hérésie très dangereuse. Ce schisme théologique deviendra à l'avenir la bannière idéologique des Vandales et la justification des persécutions les plus cruelles qu'ils déchaîneront sur leur nouveau sujet. À la fin du IVe siècle, l'équilibre fragile aux frontières s'effondra. De l'Est, des steppes infinies d'Asie, arriva une nouvelle force, inconnue, les Huns. Ce n'était pas une simple nouvelle vague de barbares. Les Huns étaient une machine de guerre qui balayait tout sur son passage. Leur apparition provoqua un effet domino. Fuyant la menace unique, les Goths traversèrent le Danube et en 378 infligèrent aux Romains une défaite écrasante à Andrinople. Des peuples entiers se mirent en mouvement, arrachés à leurs terres et se dirigeant vers l'ouest. Pour les Vandals Hasdings, qui vivaient en Pannonie, le voisinage des Huns devint mortellement dangereux. Ils s'unirent au reste d'autres tribus, les Suèves et une partie de la tribu sarmate des Alains, des Iraniens d'origine, célèbres pour leur cavalerie lourde. Ce conglomérat de peuples désespérés, poussé par la peur, se dirigea vers l'ouest, vers la dernière frontière, le Rhin. L'Empire romain, à ce moment, était plus faible que jamais. Après la mort de Théodose le Grand, en 395, il fut définitivement divisé en Empire d'Occident et Empire d'Orient. L'Empire romain d'Occident, gouverné depuis Ravenne par le jeune et faible empereur Honorius, était déchiré par des intrigues internes. Le pouvoir était de fait entre les mains de puissants généraux d'origine barbare. La figure principale était Stylicone, ironiquement, lui-même vandale par son père. C'était un stratège brillant et le dernier grand défenseur de l'Empire. Mais pour repousser l'invasion des Wisigoths d'Alaric en Italie,
Stilicone fut contraint de retirer les meilleures légions de la frontière du Rhin. Les garnisons étaient affaiblies, la protection était devenue fantomatique. Et voici que, dans les derniers jours de l'année 406, une immense masse de gens, guerriers, vieillards, femmes, enfants, emportant avec eux tous leurs biens, arriva au Rhin près de Mogontiacum, l'actuelle Mayence. Selon différentes estimations, ils étaient entre 80 et 150 000. Et la nature elle-même leur fit un cadeau. Un hiver exceptionnellement rigoureux avait gelé le fleuve d'une épaisse couche de glace. L'obstacle qui avait protégé la Gaule pendant des siècles s'était transformé en une route. Dans la nuit du 31 décembre, sous le couvert du brouillard, ils commencèrent la traversée. Ce n'était pas une invasion militaire organisée. C'était une fuite désespérée, l'exode de tout un peuple. Ils avaient franchi le Rubicon de leur époque. Il n'y avait pas de retour en arrière. Derrière eux, les Huns. Devant eux, l'Empire romain agonisant mais encore fabuleusement riche. L'Odyssée des Vandales avait commencé. La Gaule, autrefois perle florissante et pacifiée de l'Empire romain d'Occident, n'était pas préparée à un tel choc. Pour les Vandales, les Suèves et les Alains, elle devint une dure école de survie, un terrain d'entraînement où leur fureur s'aiguisa et où une nouvelle identité impitoyable se forgea. Leur passage à travers ces terres ne fut pas une simple migration, mais une tornade de feu qui laissa derrière elle des cendres et des larmes. Après avoir traversé le Rhin, la horde de barbares ne rencontra pratiquement aucune résistance organisée. Les quelques garnisons romaines qui restaient à la frontière furent balayées. Les Francs, qui étaient des fédérés de Rome et vivaient sur la rive gauche, tentèrent d'arrêter l'invasion, mais furent écrasés dans une bataille sanglante. C'est dans cette bataille que tomba le roi des Vandals Hasdings, Godigisel, mais son fils et héritier, Gonderic, soutenu par la cavalerie des Alains, réussit à renverser le cours du combat et à remporter la victoire. Ce moment fut symbolique. Les Alains, nomades de langue iranienne, et les Germains vandales scellèrent leur alliance dans le sang. Le chemin menait ensuite au cœur de la Gaule. Leur progression n'était pas une conquête stratégique, mais le mouvement chaotique d'une immense masse de gens cherchant à se nourrir. Ils avancèrent en 3 flux principaux, dévastant tout sur leur passage. Trèves, l'une des anciennes capitales de l'Empire, fut prise et incendiée. Metz, Reims, Amiens, Arras, des dizaines de villes florissantes tombèrent victimes de l'invasion. Les chroniqueurs romains de l'époque peignent des tableaux apocalyptiques, des villas en flammes, des temples détruits, une population exterminée, la noblesse emmenée en esclavage. C'est là, dans la fumée des incendies de la Gaule, que naquit cette même image du Vandale destructeur. Il est important de comprendre que ce n'était pas une politique délibérée de destruction de la culture, comme nous le comprendrions aujourd'hui. Pour les barbares, les villes romaines n'étaient que d'énormes entrepôts de ressources. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient emporter, de l'or, de l'argent, des vivres, du bétail, des esclaves. Ce qui ne pouvait être emporté était souvent détruit par le feu. Pour un aristocrate romain, habitué à la paix et à l'ordre, cela ressemblait à la fin du monde. Pour un Vandale, dont les ancêtres avaient vécu pendant des siècles dans un état de guerre permanent, c'était une façon naturelle de faire les choses. Pourquoi Rome n'a-t-elle pas pu les arrêter? La raison résidait dans la paralysie du pouvoir central. Tandis que les Vandales ravageaient la Gaule, l'empereur Honorius et sa cour à Ravenne étaient occupés à lutter contre des usurpateurs. En Bretagne et en Gaule, des empereurs autoproclamés comme Constantin III apparaissaient les uns après les autres. Stilicone, le seul homme capable d'organiser la défense, fut calomnié et exécuté en 408 sur ordre d'Honorius, qui craignait son influence. L'Empire se dévorait de l'intérieur et les barbares n'avaient qu'à ramasser les morceaux. Après avoir passé près de 3 ans en Gaule, la horde, désormais dirigée par Gunderic, se tourna vers le sud.
Un nouvel objectif les attirait, l'Espagne, une province riche et presque épargnée par la guerre. À l'automne de l'an 409, ils franchirent les Pyrénées. L'Espagne, protégée par les montagnes, avait longtemps été considérée comme un arrière-pays sûr. Sa défense était faible et les barbares se répandirent sur toute la péninsule ibérique presque sans résistance. Ils décidèrent de s'arrêter là. En 411, les barbares et les Alains conclurent un accord avec l'administration romaine locale où se partagèrent simplement le pays par la force et s'installèrent dans les provinces. Les Suèves et les Vandals Hastings occupèrent le nord-ouest, la Galice. Les puissants Alains, dont les guerriers étaient considérés comme les meilleurs de l'Alliance, reçurent les provinces centrales et méridionales les plus riches, la Lusitanie et la Carthaginoise. Et les Vandal Cillings s'installèrent dans la province la plus méridionale et la plus fertile, la Bétique. L'Odyssée semblait terminée. Les barbares avaient obtenu des terres, et l'Empire, un répit de leurs raids. Mais ce n'était qu'une trêve temporaire. Rome ne pouvait pas se résigner à la perte de l'Espagne, et elle avait un instrument pour la reconquérir, d'autres barbares. Les Wisigoths, qui avaient pillé Rome en 410, étaient maintenant devenus des fédérés de l'Empire et furent envoyés en Espagne pour rétablir l'ordre. Une guerre intestine cruelle commença. Les Wisigoths, agissant au nom de l'Empire, s'abattirent sur les Alains et les Vandal Cillings. En 418, les Cillings étaient presque entièrement exterminés. Les Alains subirent une défaite si écrasante que leur roi, Atasès, fut tué. Les restes de ce peuple fier prirent une décision fatidique. Ils refusèrent d'élire un nouveau roi et proposèrent leur couronne au souverain vandal, Gondéric. À partir de ce moment, les rois des Vandales portèrent le titre de roi des Vandales et des Alains. Ce n'était pas une simple fusion de deux peuples, mais l'acquisition par les Vandales de la cavalerie lourde d'élite des Alains, ce qui rendit leur armée encore plus redoutable. Gondéric, désormais souverain du peuple unifié, passa à l'offensive. Il repoussa les Suèves dans les montagnes à l'extrême nord-ouest et commença à conquérir de nouveaux territoires. Son regard se tourna vers le sud, vers les riches villes côtières de la Bétique. Il s'empara de Carthagène et de Séville, où, pour la première fois de leur histoire, les Vandales réussirent à s'emparer de navires et à mener quelques raids de pirates sur les îles Baléares. Ce fut le premier pas, encore hésitant, vers leur future puissance navale. En 428, Gondéric mourut. Le pouvoir passa à son demi-frère, une figure destinée à devenir une légende, le génie et la malédiction de son époque. Il s'appelait Genséric, et il regardait déjà de l'autre côté du détroit, vers un autre continent. L'Espagne n'était pour lui qu'une tête de pont. Le vrai prix se trouvait de l'autre côté de la mer. L'histoire est rarement mue par des forces impersonnelles. Le plus souvent, elle est façonnée par des personnalités dont la volonté, les ambitions et le génie brisent le cours habituel des choses. Dans la saga du peuple vandale, cette figure fut sans aucun doute Genséric. Lorsqu'il prit le pouvoir en 428, son peuple était menacé d'anéantissement. Lorsqu'il mourut, près d'un demi-siècle plus tard, il était le maître d'un empire maritime et l'ennemi le plus redoutable de Rome. Son ascension est l'histoire d'un calcul froid, d'une audace incroyable et d'un flair politique qui frisait le don prophétique. Genséric était le fils illégitime du roi Godigisel, né d'une esclave. Ce fait aurait pu être un obstacle pour n'importe qui d'autre, mais pas pour lui. Il possédait une volonté de fer et une intelligence hors du commun. Les sources antiques le décrivent comme un homme de petite taille, boiteux à la suite d'une chute de cheval dans sa jeunesse. Mais cette particularité physique ne faisait que souligner sa force intérieure. Il était silencieux, méprisait le luxe, était colérique, mais savait cacher sa colère derrière un masque de calme glacial. Il était insatiable dans sa soif de richesse et de pouvoir, et absolument impitoyable envers ses ennemis. Mais son plus grand talent était sa capacité à voir les faiblesses de son adversaire et à frapper au moment le plus inattendu.
C'était un maître de la stratégie, tant sur le champ de bataille que dans les labyrinthes de la diplomatie. En montant sur le trône, Genseric évalua la situation. Les Vandals et les Alains s'étaient établis dans le sud de l'Espagne, mais leur position était précaire. Du nord, les Wisigoths exerçaient une pression constante. Rome n'aurait jamais renoncé à tenter de reconquérir la province. L'Espagne était un piège, et Genseric prit une décision qui parut folle à ses contemporains. Il décida de transporter tout son peuple, environ 80 000 personnes, dont 15 ou 20 000 guerriers, à travers le détroit de Gibraltar jusqu'en Afrique du Nord. L'Afrique. Pour les Romains, ce mot était synonyme de richesse. Les provinces d'Afrique proconsulaire, de Numidie et de Maurétanie étaient le grenier de l'Empire. De là, un flot ininterrompu de blé, d'huile d'olive, de vin parvenait à Rome et en Italie. La perte de l'Afrique aurait signifié pour Rome la famine et l'effondrement économique. La province était incroyablement riche, parsemée de villes florissantes, de luxueuses villas d'aristocrates, et, surtout, elle était mal défendue. Après des siècles de paix romaine, les provinces africaines avaient perdu l'habitude des guerres sérieuses. Mais comment réaliser un tel plan? Comment transporter 80 000 personnes à travers la mer? Et quel fut le déclencheur? C'est là que l'histoire se transforme en un véritable roman policier politique. Selon l'une des versions les plus répandues, Genseric aurait été invité en Afrique par le gouverneur romain lui-même, le comte Boniface. Cet épisode est un exemple classique des intrigues qui détruisaient l'Empire d'Occident. Flavius Aetius, le commandant en chef, et Boniface, le gouverneur d'Afrique, étaient les deux généraux les plus influents de leur temps et des ennemis mortels. Aetius, craignant le renforcement de Boniface, lui aurait écrit une fausse lettre, l'avertissant que l'impératrice Galla Placidia voulait le faire exécuter, et en même temps, il aurait persuadé l'impératrice que Boniface préparait une rébellion. Effrayé, Boniface se serait soulevé et, pour renforcer ses positions, aurait fait appel aux Vandales de Genseric, leur promettant des terres pour s'installer. Les historiens débattent encore de la réalité de cette invitation, ou s'il ne s'agit que d'une invention ultérieure pour expliquer la catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, Genseric n'avait besoin que d'un prétexte. Peut-être a-t-il lui-même provoqué cette situation par l'intermédiaire de ses agents. Il a vu une fenêtre d'opportunité et n'avait pas l'intention de la laisser passer. Au printemps de l'an 429, la traversée commença. Genseric rassembla tous les navires disponibles dans le port de Julia Traducta, l'actuel Tarifa. Le transfert de 80 000 personnes avec leurs chariots, leur bétail et leurs biens fut une opération logistique colossale. Elle dura plusieurs semaines. Imaginez la scène. Sous le soleil brûlant d'Espagne, des milliers de Vandales et d'Alains, des gens du Nord, voyant pour la première fois la côte africaine, embarquent sur des navires. Ils laissaient derrière eux la terre pour laquelle ils s'étaient battus pendant 20 ans et naviguaient vers l'inconnu. C'était un acte de désespoir et une foi incroyable en leur roi boiteux. Ayant débarqué en Maurétanie, les Vandales commencèrent leur marche vers l'est, vers le cœur de l'Afrique romaine, la province de Proconsulaire et sa capitale, la grande ville de Carthage. Si Boniface les avait vraiment invités, il le regretta très vite. Genseric n'avait pas l'intention d'être un pion dans son jeu. Il n'était pas venu en allié, mais en conquérant. Le temps que l'on comprenne l'intrigue à Ravenne et que Boniface se réconcilie avec l'impératrice, il était trop tard. Le général romain tenta d'arrêter les Vandales, mais fut vaincu au combat. La population romano-africaine, peu habituée à la guerre, s'enfuit en panique dans les villes fortifiées. Genseric se déplaçait à travers le pays comme un feu de forêt. Ses guerriers étaient aguerris par des décennies de combats. Ils étaient impitoyables. Ils traitaient avec une cruauté particulière le clergé catholique, y voyant des ennemis idéologiques. En 430,
Les Vandales assiégèrent l'une des villes les plus importantes de Numidie, Hippone. Le siège de cette ville devint l'un des événements les plus symboliques de toute l'époque. Car dans Hippone assiégée se trouvait, vivant ces derniers jours, le plus grand penseur chrétien de l'Antiquité tardive, saint Augustin, lui l'auteur du traité La Cité de Dieu, où il opposait les royaumes terrestres au royaume éternel des cieux, fut le témoin de l'effondrement sous ses yeux du royaume terrestre de Rome. Augustin mourut le 3e mois du siège, priant dans sa bibliothèque, dont les murs tremblaient sous les coups des béliers barbares. Sa mort pendant le siège d'Hippone devint le symbole de la fin de toute une époque, l'époque de la civilisation antique que recouvrait l'ombre de l'invasion barbare. Le siège dura 14 mois. Les Vandales, qui n'avaient aucune expérience de la prise de grandes villes, finirent par se retirer. Mais bientôt, Boniface, ayant reçu des renforts d'Italie et de Constantinople, livra une nouvelle bataille à Genséric et fut de nouveau battu. Après cette défaite, le sort de l'Afrique était scellé. Boniface quitta le continent. En 435, l'Empire épuisé fut contraint de conclure un traité de paix avec Genséric. Les provinces de Maurétanie et une partie de la Numidie furent officiellement cédées aux Vandales. Ils reçurent de nouveau le statut de fédérés. Pour Rome, c'était une tentative de gagner du temps, de localiser la menace. Pour Genséric, ce n'était qu'un répit. Il n'avait pas l'intention de se contenter des périphéries. Il lui fallait la capitale. Il lui fallait Carthage. Et il attendit son heure. Carthage. Ce seul nom faisait frémir les Romains, réveillant les fantômes du passé, Hannibal, les guerres puniques, la lutte séculaire pour la domination de la Méditerranée. Après sa destruction définitive en 146 avant notre ère, Rome reconstruisit la ville, en faisant l'un des joyaux de son empire. La Carthage romaine était une métropole, ne le cédant en taille et en richesse qu'à Rome, Constantinople et Alexandrie. Un immense port, de luxueuses villas, des thermes, des théâtres, un cirque et, surtout, des greniers qui nourrissaient toute l'Italie. Carthage était le cœur des provinces africaines. Et Genséric brûlait du désir d'arracher ce cœur. Après le traité de 435, une accalmie fragile s'installa. Genséric en profita pour renforcer son armée et étudier son adversaire. Il voyait que l'Empire romain d'Occident continuait de pourrir de l'intérieur. Aetius, qui avait vaincu Boniface, était absorbé par la lutte contre les Wisigoths et les Francs en Gaule. L'attention de Rome était détournée. Et Genséric porta un coup qui fut un chef-d'œuvre de perfidie et de planification stratégique. Le 19 octobre 439, alors que les habitants de Carthage étaient absorbés par les courses de chars dans le cirque de la ville, l'armée vandale s'approcha de la ville et la prit presque sans combat. La surprise fut totale. Genséric entra dans la capitale de l'Afrique non pas en assiégeant, mais en maître. Ce jour devint la date officielle de la naissance du royaume des Vandales et des Alains. La chute de Carthage fut pour Rome un choc comparable au sac de la ville par les Wisigoths en 410. Mais les conséquences furent bien plus graves. Les Vandales ne se contentèrent pas de piller la ville. Ils s'en emparèrent entièrement, avec toute son infrastructure. Et surtout, ils s'emparèrent de l'immense flotte carthaginoise et de ses arsenaux. En un instant, la tribu germanique terrienne, qui avait commencé son chemin dans les forêts de Pologne, devint la principale puissance navale de la Méditerranée occidentale. Genséric entreprit immédiatement de construire son État. Son modèle était simple et cruel. Les Vandales et les Alains, qui constituaient une infime minorité de la population, pas plus d'1 ou 2%, se transformèrent en une caste dirigeante de guerriers et de propriétaires terriens. Genséric confisqua les terres des plus riches sénateurs et magnats romains dans la province la plus fertile, la proconsulaire autour de Carthage, et les partagea entre ses guerriers. Ces terres, les sortes Vandalorum, furent exemptées d'impôts. La population romaine, quant à elle, fut privée de ses droits politiques,
mais continua de s'adonner à l'artisanat, au commerce et à l'agriculture, payant désormais des impôts au trésor du roi Vandale. Le système administratif romain fut en grande partie conservé au niveau local, car les Vandales n'avaient tout simplement pas de cadre pour gérer une économie complexe. Mais l'épine dorsale de la politique vandale devint l'opposition religieuse. Genseric et son peuple étaient des Ariens fanatiques. Pour eux, le christianisme nicéen, ou catholique, auquel adhérait la grande majorité de la population romano-africaine, n'était pas une simple autre confession, mais une hérésie dangereuse et un symbole de la domination romaine. Dès la prise de Carthage, les persécutions commencèrent. Les églises catholiques furent confisquées et remises au clergé arien. Les évêques et les prêtres furent exilés, et certains exécutés. L'aristocratie fut particulièrement touchée, contrainte de se convertir de force à l'arianisme pour conserver ses biens et son statut. Cette politique eut un double effet. D'une part, elle consolida les Vandales, faisant de leur foi un signe d'identité nationale, les séparant de la masse de la population soumise. D'autre part, elle créa une source constante de tensions internes. L'Église catholique en Afrique, qui avait une longue tradition de martyrs depuis l'époque des persécutions païennes, entra dans la clandestinité et devint un centre de résistance passive. Pendant tout le siècle d'histoire du royaume, ce schisme religieux restera une plaie ouverte qui contribuera finalement à sa chute. S'étant emparé de Carthage et ayant créé une base, Genseric déchaîna toute la puissance de sa nouvelle flotte sur les possessions romaines. L'ère de la piraterie vandale commença. Leurs navires, rapides et maniables, devinrent les maîtres de la mer. En 440, ils pillèrent la Sicile, une source de blé vital pour Rome après la perte de l'Afrique. L'Empire était en panique. L'empereur Valentinien III fut contraint en 442 de conclure un nouveau traité, encore plus humiliant. Rome reconnaissait officiellement le royaume vandale indépendant, lui cédant les provinces les plus riches. En échange, Genseric promit de reprendre les livraisons de blé, désormais sous forme de tribut que Rome payait aux Vandales, et envoya même son fils Hunéric à Ravenne en otage. Mais pour Genseric, les traités n'étaient que des chiffons de papier. Il continua de renforcer son empire maritime. Dans les années qui suivirent, les Vandales s'emparèrent de la Sardaigne, de la Corse, des îles Baléares. Leur flotte dominait sans partage la Méditerranée occidentale. Tout navire naviguant vers l'Italie pouvait devenir leur proie. Ils transformèrent l'île, la mer que les Romains appelaient depuis des siècles notre mer, en un lac vandale. Le vieux monde s'effondrait. Rome, coupée de ses principales ressources, s'asphyxiait lentement. Et à Carthage, le roi pirate boiteux accumulait ses forces pour son coup principal. Une campagne contre la ville éternelle elle-même. Rome, la ville éternelle, le cœur du monde depuis 1000 ans. Au milieu du 5e siècle, elle n'était plus la capitale politique. La cour de l'empereur s'était depuis longtemps déplacée vers la plus sûre Ravenne. Mais Rome restait un symbole. C'était une idée incarnée dans le marbre et l'or, le centre de l'aristocratie sénatoriale, le centre du christianisme occidental. 2 fois au cours de son histoire millénaire, elle était tombée devant un ennemi extérieur. En 390 avant notre ère devant les Gaulois de Brennus, et en 410 de notre ère devant les Wisigoths d'Alaric. Mais ce qui s'est passé en 455 a à jamais inscrit le nom des Vandales en lettres noires dans l'histoire. Le prélude de la catastrophe, comme c'est souvent le cas, fut un coup d'état de palais. En mars 455, l'empereur Valentinien III, le dernier représentant de la dynastie de Théodose en Occident, fut assassiné par des conspirateurs. Sa mort était une vengeance pour avoir poignardé de sa propre main Flavius Aetius, son meilleur général, le dernier des Romains, le vainqueur d'Attila au Champ Catalonicus. En éliminant les 2 hommes qui portaient sur leurs épaules les restes de l'Empire, Rome plongea dans le chaos. Le sénateur Petronius Maximus monta sur le trône,
et pour légitimer son pouvoir, il força la veuve de Valentinien, Licinia Eudoxia, à l'épouser. Et c'est là que la légende se mêle de nouveau à l'histoire. Selon la plupart des sources, Eudoxia, humiliée et en colère, envoya secrètement un message à Carthage, suppliant le roi Genséric de venir venger son mari assassiné. Elle lui aurait promis les trésors du palais impérial. Pour Genséric, c'était le prétexte idéal. Le traité de 442 avait été conclu avec Valentinien. Son fils Hunéric était fiancé à la fille de l'empereur. L'assassinat de Valentinien déliait les mains de Genséric. L'appel d'Eudoxia, qu'il ait eu lieu ou non, lui donnait une excellente justification morale. À la fin du mois de mai 455, une immense flotte vandale apparut à l'embouchure du Tibre, au port d'Ostie. La panique s'empara de Rome. L'empereur usurpateur Petronius Maximus, au lieu d'organiser la défense, tenta de fuir la ville, mais fut mis en pièces par une foule en colère. La ville se retrouva sans pouvoir et sans défense. C'est à ce moment qu'une autre grande figure entre en scène, le pape Léon Ier, celui-là même qui, quelques années plus tôt, avait convaincu Attila de ne pas détruire Rome. N'ayant aucune force militaire, le pape Léon alla à la rencontre de Genséric et, dit-on, le supplia d'épargner la ville du feu et les habitants du massacre et de la torture. Genséric, contrairement à Attila, était chrétien, bien qu'arien. Peut-être que cela a joué un rôle, peut-être a-t-il simplement compris qu'un pillage méthodique rapporterait plus qu'une destruction chaotique. Il donna sa parole, et, dans l'ensemble, il la tint. Les Vandales entrèrent à Rome par la porte d'Ostie, et commença un pillage qui n'eut pas d'égal dans l'histoire. Il dura 2 semaines. Ce n'était pas la fureur aveugle de l'invasion gothique, c'était une opération froide, calculée, organisée de saisie totale de toutes les valeurs. Des détachements spéciaux nettoyèrent systématiquement les palais impériaux du Mont Palatin, les temples, les villas de l'aristocratie. Ils prirent tout, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les meubles coûteux, les œuvres d'art, les tissus de soie. Du toit du temple de Jupiter Capitolin, le principal sanctuaire de la Rome antique, on arracha les tuiles de bronze doré. Mais le butin le plus célèbre des Vandales fut les trésors emportés par l'empereur Titus du temple de Jérusalem, détruit en l'an 70. Parmi eux se trouvait la légendaire Menorah, le candélabre à 7 branches en or pur, les vases sacrés, la table des pains de proposition. Ces reliques, conservées pendant des siècles dans le temple de la paix à Rome, furent chargées sur les navires vandales. Leur voyage de Jérusalem à Rome, et maintenant de Rome à Carthage, devint l'un des périples les plus incroyables de l'histoire des artefacts sacrés. Genséric ne se contenta pas de piller. Il emmena des gens, des milliers d'artisans habiles, orfèvres, armuriers, tisserands, charpentiers de marine, furent envoyés à Carthage comme esclaves pour travailler à la prospérité du royaume vandale. Mais son butin le plus précieux furent les femmes de la famille impériale. Il emmena avec lui la veuve de Valentinien, Eudoxia, et ses 2 filles, Eudocia et Placidia. À son arrivée à Carthage, il maria immédiatement son fils Hunéric à Eudocia, s'alliant ainsi à la dynastie impériale de Théodose et obtenant des droits formels pour intervenir dans les affaires de l'Empire. Lorsque 2 semaines plus tard, les navires vandales, chargés à ras-bord de trésors, quittèrent Ostie, Rome était dévastée. La ville n'avait pas été incendiée, on avait évité un massacre de masse, mais elle avait été humiliée et pillée jusqu'à la moelle. Le coût économique et psychologique fut dévastateur. Le sac de 455 sapa définitivement le prestige et les ressources de l'Empire romain d'Occident, et Genséric atteignit le sommet de sa puissance. Il n'avait pas seulement pillé Rome, il avait démontré au monde entier qui était désormais le véritable maître de la Méditerranée occidentale. Son royaume en Afrique, alimenté par l'or romain et le travail des artisans romains, entrait dans son âge d'or.
et l'ombre des voiles vandales planait désormais sur toute la côte, de Gibraltar à la Grèce. Quiconque oserait les défier devait se souvenir du sort de la ville éternelle. L'humiliation de 455 ne pouvait rester sans réponse. Même dans son état moribond, déchiré par les querelles intestines et les raids barbares, l'Empire romain d'Occident ne pouvait se résigner à l'existence d'un État pirate qui tenait la main sur sa carotide. Et à l'Est, dans la puissante et encore prospère Constantinople, on voyait les Vandales non seulement comme une menace pour le commerce maritime, mais aussi comme des hérétiques qui opprimaient cruellement les chrétiens orthodoxes. Tôt ou tard, l'Empire devait rassembler toutes ses forces pour un coup décisif. Et il le fit. 2 fois. Et les 2 fois, il subit un fiasco catastrophique. La première tentative sérieuse fut entreprise par l'un des derniers empereurs brillants de l'Occident, Majorien. Monté sur le trône en 457, il fut un souverain énergique et actif qui se fixa pour objectif de restaurer l'autorité de Rome dans les provinces perdues. En quelques années, il rétablit l'ordre en Gaule et en Espagne. Son objectif final était l'Afrique. En 460, sur la côte espagnole, dans le port de Carthagène, il rassembla une immense flotte de plus de 300 navires et une armée puissante, se préparant à l'invasion. Mais Genséric fit de nouveau preuve de son génie. Il n'attendit pas que l'armada romaine débarque en Afrique. Par ses espions, il connaissait l'emplacement et les plans exacts de la flotte ennemie, et il porta un coup préventif. Par une attaque surprise, utilisant l'élément de surprise et peut-être la trahison dans le camp romain, la flotte vandale, sous le commandement personnel de Genséric, attaqua et détruisit l'armada romaine directement dans le port. Majorien, privé de sa flotte, subit une défaite écrasante sans même avoir commencé la bataille. Il fut bientôt renversé et tué. La première tentative de revanche se solda par une honte. Mais l'opération la plus grandiose et la plus catastrophique contre les Vandales fut entreprise 8 ans plus tard, en 468. Cette fois, ce fut une entreprise conjointe des 2 moitiés de l'Empire romain. L'empereur d'Orient, Léon Ier, incité par les appels à l'aide de la cour d'Occident et désireux d'en finir une fois pour toutes avec la menace arienne, décida d'organiser la plus grande expédition navale depuis l'Antiquité. Les dépenses furent colossales. L'historien byzantin Procope de Césarée écrit que la préparation de la flotte a coûté 130 000 livres d'or, soit environ 65 tonnes, une somme qui a pratiquement vidé le trésor de l'Empire d'Orient. Une armada de plus de 1100 navires fut rassemblée, à bord de laquelle se trouvaient environ 100 000 soldats et marins. C'était une force qui semblait capable de briser toute résistance. Le commandement de cette flotte gigantesque fut confié à Basiliscus, le beau-frère de l'empereur Léon. Le plan d'invasion était complexe. La flotte principale, sous le commandement de Basiliscus, devait débarquer près de Carthage. Simultanément, une deuxième armée, sous le commandement d'Héraclius, devait avancer depuis l'Égypte par la terre à travers la Tripolitaine. Un troisième détachement, sous le commandement du général romain d'Occident Marcellinus, devait reprendre la Sardaigne puis rejoindre les forces principales. Au début, tout se déroula comme prévu. Marcellinus s'empara avec succès de la Sardaigne. Héraclius progressait le long de la côte libyenne. La flotte principale de Basiliscus traversa la mer sans encombre et jeta l'ancre au cap Bon, à seulement 60 kilomètres de Carthage. Genséric était en panique. Les forces étaient trop inégales. Son royaume semblait condamné. Et c'est alors qu'il recourut de nouveau à sa tactique favorite, la ruse. Il envoya des ambassadeurs à Basiliscus, feignant d'être prêt à se rendre. Il ne demanda qu'un sursis de 5 jours pour formuler les conditions de la capitulation. Basiliscus, suffisant et peut-être corrompu, comme le suggère certaines sources, commit une erreur fatale. Au lieu d'attaquer immédiatement Carthage sans défense, il accepta une trêve.
Genseric utilisa ces 5 jours avec une efficacité maximale. Il n'avait pas l'intention de se rendre. Il préparait un piège infernal. En grand secret, il arma des dizaines de ces vieux navires, les remplissant de matériaux inflammables, des fagots, de la résine, de l'huile. C'étaient des brûlots, des navires suicides. Une nuit, alors qu'un fort vent favorable soufflait en direction de la flotte romaine, les Vandales lancèrent leur attaque. Sous le couvert de l'obscurité, leur flotte prit la mer. Les brûlots étaient en tête. Lorsqu'ils s'approchèrent des navires romains entassés au mouillage, les Vandales les incendièrent et les dirigèrent droit au cœur de l'armada ennemie. Ce qui se passa ensuite fut une véritable apocalypse. Le feu se propagea instantanément d'un navire romain à l'autre. Les navires en bois, goudronnés et secs, s'enflammèrent comme des allumettes. Dans le ciel nocturne retentissaient les cris de milliers d'hommes brûlant vifs et se noyant. La panique était indescriptible. Les marins romains tentaient de détacher leurs navires, mais dans la cohue et la confusion, c'était impossible. Les navires qui tentaient de s'enfuir étaient attaqués et coulés par la flotte vandale principale qui suivait les brûlots. Basiliscus, voyant la déroute complète, s'enfuit sur son navire amiral. Au matin, de la plus grande armada jamais vue en Méditerranée, il ne restait plus que la moitié. L'autre moitié avait été incendiée ou capturée. La catastrophe fut absolue. L'Empire avait perdu non seulement une flotte et une armée, mais aussi des sommes colossales et, plus important encore, la foi en son invincibilité. Les conséquences de la défaite du Cap Bon furent fatales, en particulier pour l'Occident. Privé du dernier espoir d'aide de l'Orient, l'Empire romain d'Occident était condamné. 8 ans plus tard, en 476, le dernier empereur, Romulus Augustule, sera déposé, et cette date sera formellement considérée comme la fin de la Rome antique. Genseric, quant à lui, devint le maître absolu et incontesté des mers. En 474, Constantinople fut contrainte de conclure avec lui une paix éternelle, reconnaissant toutes ses conquêtes. Le vieux roi boiteux, qui avait commencé son chemin comme le chef de réfugiés désespérés, vécut assez longtemps pour voir les 2 empires romains le reconnaître comme un monarque égal à eux. Son royaume semblait indestructible. L'ombre du grand fondateur est à la fois une bénédiction et une malédiction pour ses descendants. Genseric a créé un royaume par la force de son génie, mais il n'a pas pu léguer ce génie à ses héritiers. Après sa mort en 477, à un âge très avancé, le royaume des Vandales et des Alains est entré dans une longue période de crépuscule de près de 60 ans. Ce fut une époque remplie d'intrigues de cour, de persécutions religieuses cruelles, de périodes de fausse stabilité et d'une érosion progressive de la puissance militaire qui faisait des Vandales les maîtres de la Méditerranée. Selon la loi de succession établie par Genseric, la couronne devait être transmise non pas de père en fils, mais aux plus âgés des hommes de la famille royale. Ce système, destiné à garantir qu'un souverain expérimenté soit toujours au pouvoir, a en réalité engendré une lutte sanglante pour le pouvoir entre les différentes branches de la dynastie. Le premier héritier fut le fils de Genseric, Hunéric, qui régna de 477 à 484. Il hérita de la cruauté de son père, mais pas de son intelligence. Son règne est entré dans l'histoire comme l'époque des persécutions les plus féroces contre la population catholique. Si Genseric persécutait les catholiques pour des raisons politiques, Hunéric semble l'avoir fait avec le zèle sadique d'un fanatique. Il ferma les dernières églises restantes, confisqua les biens, exila et exécuta des milliers de personnes. Le point culminant de sa politique fut le concile de 484, où il rassembla les évêques catholiques et leur demanda de se convertir à l'arianisme. Après leur refus, il déchaîna sur eux une vague de terreur, décrite avec force détail par l'évêque Victor de Vita dans son « Histoire de la persécution ». On coupait la langue et la main droite des gens, mais
Selon des témoins oculaires, beaucoup d'entre eux continuaient miraculeusement à parler et à prêcher. Le règne d'Hunéric fut bref, mais il empoisonna à jamais les relations entre les Vandales et leurs sujets romains, créant l'image du Vandale persécuteur. Après sa mort, son neveu, Guntamund, qui régna de 484 à 496, lui succéda. Il était tout le contraire de son oncle. Comprenant que la cruauté d'Hunéric ne faisait qu'affaiblir le royaume, Guntamund mit fin aux persécutions. Il permit aux catholiques de revenir d'exil, d'ouvrir des églises et d'élire un nouvel évêque de Carthage. Son règne fut une période de paix et de prospérité relative. L'économie basée sur l'agriculture africaine et le commerce maritime fonctionnait de manière stable. Cependant, c'est sous son règne que les Vandales commencèrent à perdre leur emprise militaire. Ils s'enfonçaient de plus en plus dans le luxe du mode de vie romain. Les guerriers, dont les grands-pères avaient traversé le Rhin, étaient maintenant de riches planteurs vivant dans de luxueuses villas. En même temps, sur les frontières sud du royaume, les tribus berbères s'activaient, menant des raids de plus en plus audacieux. Le roi suivant fut le frère de Guntamund, Thrasamund, qui fut au pouvoir de 476 à 523. C'était un souverain instruit et raffiné, un amateur d'arts et de théologie. Au lieu de la force brute, il préférait agir par la persuasion. Il ne reprit pas les persécutions sanglantes, mais tenta de convertir les catholiques à l'arianisme en leur offrant de l'argent, des postes et des honneurs. Il participait à des débats théologiques, invitait des savants à sa cour. La politique étrangère de Thrasamund visait à créer des alliances avec d'autres royaumes germaniques. Il épousa Malafrida, la sœur du puissant roi ostrogoth Théodoric le Grand, qui régnait sur l'Italie. Cette alliance scella l'axe Ariane-Carthage-Ravenne et assura pour un temps la stabilité dans la région. Cependant, sous son règne, les Vandales perdirent définitivement le contrôle de la Tripolitaine, et les raids des Berbères devinrent un véritable fléau, auquel l'armée vandale affaiblie ne pouvait plus faire face. Le luxe et la vie paisible rongeaient leur esprit guerrier. Après la mort de Thrasamund, la couronne passa à son cousin, Hildéric, qui régna de 523 à 530. Le fils d'Hunéric et de la princesse romaine Eudocia. Son accession au trône marqua un tournant radical dans la politique du royaume. Élevé par sa mère, Hildéric était essentiellement un Romain. Il était catholique par ses sympathies et mit fin à toute pression sur l'Église orthodoxe. De plus, il rompit l'alliance avec les Ostrogoths et commença à s'orienter vers l'Empire romain d'Orient, ou byzantin, voyant dans l'empereur Justin son protecteur. Pour l'aristocratie vandale, dont l'identité reposait sur l'arianisme et les sentiments anti-romains, une telle politique était une trahison. Leur mécontentement fut aggravé par les échecs militaires, l'armée vandale ayant subi une défaite humiliante face aux Berbères. La patience de la noblesse vandale était à bout. En 530, ils se révoltèrent. Hildéric fut renversé et jeté en prison. Son cousin, Gélimer, qui régna de 530 à 534, arrière-petit-fils de Genséric, fut proclamé roi. Il était un adepte des vieilles traditions, un arien zélé et un nationaliste. Il reprit immédiatement la politique anticatholique et rompit les relations avec Constantinople. Gélimer voulait redonner au royaume la gloire passée de l'époque de Genséric. Mais il n'avait pas tenu compte d'une chose. Les temps avaient changé. Sur le trône de Constantinople ne siégeait plus le vieux Justin, mais son neveu ambitieux et énergique, Justinien. Le renversement du pro-byzantin Hildéric donna à Justinien le prétexte idéal pour intervenir. Un prétexte qu'il attendait depuis si longtemps pour lancer son grand projet. La restauration de l'Empire. Le dernier roi des Vandales, sans le vouloir, venait de signer l'arrêt de mort de son royaume. À Constantinople, la nouvelle Rome qui brillait sur les rives du Bosphore, le jeune empereur Justinien rêvait de la grandeur passée.
Il se voyait non seulement comme le souverain de l'Empire d'Orient, mais comme l'héritier légitime des Césars, destiné à ramener sous l'autorité de Rome toutes les terres perdues de l'Occident. Son règne commença par la répression de la grande révolte Nika, qui faillit lui coûter le trône. Ayant consolidé son pouvoir, il tourna son regard vers l'ouest. Et la première cible de son grand plan de restauration de l'Empire fut le royaume des Vandales. Le coup d'État de Gélimère lui fournit un prétexte irréprochable pour la guerre. Il déclarait la guerre non pas au peuple vandale, mais à un usurpateur, un tyran qui avait illégalement renversé le roi légitime et l'ami de Constantinople. Beaucoup à la cour de Justinien considéraient l'aventure africaine comme une folie. Le souvenir de la catastrophe de 468 était encore frais. Mais l'empereur avait un atout, un général de génie, différent de l'incompétent Basiliscus. Il s'appelait Bélisaire. C'était un homme d'origine modeste, qui s'était élevé grâce à son talent. Il était prudent, méthodique, aimé de ses soldats et possédait le don rare de prendre les bonnes décisions dans le chaos de la bataille. C'est à lui que Justinien confia la direction de l'expédition. À l'été de 533, une flotte byzantine de 500 navires de transport et de 92 navires de guerre quitta Constantinople. À son bord se trouvait une armée relativement petite mais professionnelle, d'environ 10 000 fantassins et 5 000 cavaliers, dont le noyau était constitué des cavaliers d'élite, les bucellaires de Bélisaire lui-même. Au même moment, le roi Gélimère commit 2 erreurs stratégiques fatales. Premièrement, une révolte pro-byzantine éclata en Tripolitaine, et il n'y accorda aucune importance. Deuxièmement, et ce fut bien plus grave, une révolte éclata en Sardaigne sous la direction du Goth Godas. Au lieu d'attendre l'attaque des Byzantins, dont il connaissait les préparatifs, Gélimère envoya en Sardaigne les meilleures unités de son armée et toute sa flotte sous le commandement de son frère Tsazon. En conséquence, lorsque la flotte de Bélisaire s'approcha des côtes de l'Afrique en septembre 533, personne ne l'en empêcha. Bélisaire débarqua sans encombre sur la côte de la Tunisie actuelle, loin de Carthage, et ordonna immédiatement à ses troupes d'observer la plus stricte discipline, en payant la population locale pour les vivres. Il voulait se présenter non pas en conquérant, mais en libérateur. Cette tactique porta ses fruits, car la population romaine, épuisée par le règne des Vandales et les persécutions religieuses, accueillit son armée avec joie. Gélimère, apprenant le débarquement, entra dans une fureur. Il ordonna d'abord d'exécuter Hildéric, emprisonné. Puis il élabora un plan pour attirer Bélisaire dans un piège. Il décida d'attaquer l'armée byzantine en marche vers Carthage dans un défilé appelé Ad Decimum, c'est-à-dire au 10e mille. Le plan était bon. Son frère Amatas devait attaquer l'avant-garde, son neveu Djibamonde frappait de flanc et Gélimère lui-même, avec les forces principales, à l'arrière. Le 13 septembre 533, la bataille d'Ad Decimum eut lieu, et là, les Vandals furent trahis par leur suffisance et leur mauvaise coordination. Amatas attaqua trop tôt et fut battu et tué par l'avant-garde de Bélisaire. Le détachement de Djibamonde fut anéanti par la cavalerie unique au service des Byzantins. Gélimère, quant à lui, avec son armée principale, attaqua avec succès les arrières de Bélisaire et était déjà proche de la victoire. Mais, voyant sur le champ de bataille le corps de son frère tué, il tomba dans le désespoir et, au lieu d'achever l'ennemi, il se livra à son chagrin, perdant un temps précieux. Bélisaire, rassemblant ses forces, passa à la contre-attaque et écrasa l'armée vandale désorganisée. La voie vers Carthage était ouverte. 2 jours plus tard, le 15 septembre 533, Bélisaire entra triomphalement dans la capitale des Vandales. Les habitants lui ouvrirent les portes et il entra dans la ville que les Romains avaient perdue près de 100 ans plus tôt. Bélisaire s'assit sur le trône de Gélimère et dîna des plats préparés pour le roi vandale. Mais la guerre n'était pas encore terminée.
Gélimer s'enfuit en Numidie. Son frère Tsazon arriva de Sardaigne à son aide avec son armée. Rassemblant toutes les forces restantes, les frères marchèrent sur Carthage. La bataille décisive eut lieu à la mi-décembre près d'un endroit appelé Tricamarum. Cette fois, les Vandales se battirent avec le désespoir des condamnés. Mais la cavalerie byzantine, sous le commandement personnel de Bélisaire, se révéla de nouveau plus forte. Au plus fort de la bataille, Tsazon fut tué. Gélimer, comme la fois précédente, perdit courage et s'enfuit du champ de bataille. Voyant le roi en fuite, l'armée vandale se débanda. Après cette défaite, Gélimer se réfugia dans les montagnes de Numidie auprès de tribus berbères qui lui étaient fidèles. Mais après plusieurs mois de blocus, épuisé par la faim et le froid, il se rendit à Bélisaire. Le royaume des Vandales et des Alains cessa d'exister. Bélisaire retourna à Constantinople avec un triomphe comme on n'en avait pas vu depuis l'époque de la République romaine. Devant l'empereur Justinien furent conduits le prisonnier Gélimer et sa famille. Furent exhibés les trésors incalculables des rois vandales, accumulés pendant un siècle de pillage. Et parmi ces trésors se trouvaient ces mêmes reliques du temple de Jérusalem, la ménorah et les vases sacrés. Justinien, sur les conseils de la communauté juive, les renvoya à Jérusalem, où leurs traces se perdirent définitivement. Le dernier roi des Vandales, Gélimer, debout devant l'empereur, ne montra aucune peur. Il ne faisait que répéter les paroles de l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités, tout est vanité ». On lui laissa la vie et on l'envoya finir ses jours en exil honorable en Galatie. C'est ainsi que se termina son histoire, et l'histoire de son peuple. Et ainsi, en seulement 6 mois, le royaume qui avait mis près d'un siècle et demi à se construire, qui avait défié les 2 empires romains et dominé les mers, disparut de la scène de l'histoire, tel un mirage dans le désert africain. Sa chute fut aussi rapide et stupéfiante que son ascension. Mais pourquoi cette puissance, apparemment si redoutable, s'est-elle effondrée? Les raisons étaient multiples, et elles s'entremêlèrent en un nœud serré. Premièrement, les Vandales sont toujours restés des étrangers sur le sol africain. Ils étaient trop peu nombreux, pas plus de 100 000 personnes pour des millions d'habitants romains et berbères. Ils n'ont jamais pu ou voulu s'intégrer à la population soumise, créant un système semblable à l'apartheid, où le Vandale arien était un citoyen de première classe et le Romain catholique de seconde. Deuxièmement, l'intransigeance religieuse s'est avérée fatale. Les persécutions cruelles de l'Église catholique ont créé un front permanent de résistance intérieure. Lorsque les Byzantins coreligionnaires sont arrivés, la population romaine a vu en eux non pas des conquérants, mais des libérateurs, ce qui a prédéterminé la facilité avec laquelle Bélisaire a traversé le pays. Troisièmement, en 100 ans de vie paisible et luxueuse dans la fertile Afrique, les Vandales ont perdu leur esprit guerrier. Les descendants des guerriers féroces qui avaient pris Rome se sont transformés en aristocrates efféminés. Leur armée s'est dégradée et, au moment décisif, n'a pas pu résister aux troupes professionnelles de Bélisaire. Qu'est-il advenu du peuple vandale? Leur sort fut triste. Les meilleurs guerriers furent enrôlés dans l'armée byzantine et envoyés faire la guerre aux Perses sur la frontière orientale, où ils périrent. Les autres hommes furent vendus comme esclaves. Les femmes furent mariées à des soldats byzantins. En 1 ou 2 générations, les Vandales en tant que peuple se sont complètement dissous, ne laissant derrière eux ni langue, ni culture, ni traces archéologiques, à l'exception de quelques chapelles ariennes et de fibules spécifiques. Leur disparition fut totale. L'Afrique fut rendue au sein de l'Empire, mais ce n'était plus la province florissante d'autrefois. Un siècle de domination vandale et les guerres ultérieures avec les Berbères ont sapé son économie. Et un peu plus d'1 siècle plus tard, l'Afrique byzantine affaiblie deviendra une proie facile pour de nouveaux conquérants, venus des déserts d'Arabie sous la bannière verte de l'islam. Quel héritage les Vandales ont-ils donc laissé? En premier lieu,
le mot vandalisme lui-même. Il a été utilisé pour la première fois en 1794 par l'abbé Grégoire pendant la Révolution française, comparant la destruction d'œuvres d'art par les révolutionnaires au sac de Rome en 455. Cette étiquette leur est restée collée, occultant l'histoire complexe et tragique de tout un peuple. L'histoire du royaume des Vandales n'est pas un simple récit de barbares et de destruction. C'est un puissant rappel de la fragilité des civilisations et de la rapidité avec laquelle le monde peut changer. C'est la saga d'un peuple qui, désespéré, a traversé un continent, a construit un empire maritime, a défié Rome même et a finalement été effacé des pages de l'histoire, ne laissant derrière lui qu'un nom maudit et une question éternelle. Un peuple disparaît-il sans laisser de traces ? Ou son écho continue-t-il de résonner à travers les siècles dans le murmure des sables sur les ruines de la Grande Carthage, rappelant la vanité des vanités et le fait que même les royaumes les plus puissants ne sont que des grains de sable dans le vent du temps. Merci d'avoir été avec nous dans ce long voyage à travers les pages d'une histoire oubliée. Si vous avez apprécié ce récit, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime et partagez votre opinion dans les commentaires. De nombreuses histoires inédites nous attendent. À bientôt.